Donc, voilà la base pour la journée. Je m'excuse de t'interrompre, Ben, Sophie. je vais inviter Julie Caméré à venir nous présenter une des premières adaptations de Déstress et Progress, accompagnement parental. Je vais en profiter pour le mentionner à tous. Un petit commentaire qui revient des gens en ligne. Assurez-vous de rester au lutrin devant le micro lors de vos présentations. Merci. Bonjour. OK. Bon, ben bonjour. Moi, c'est Julie Caméré. Je suis accompagnée par Carl Laporte, qui est intervenant à l'unité multiproblématique au Centre jeunesse MCQ. Donc, nous, on a adapté le programme Déstress et Progress, accompagnement parental. Au niveau, on voulait juste faire une mini courte présentation. Dans le fond, moi, je suis psychoède, puis j'ai travaillé voyons, Sophie. Hey, c'est pas stressant pantoute, hein? OK. Bon, on a travaillé avec Sophie pour adapter le Déstress et Progress parce qu'on avait une clientèle qui était différente. Puis, on trouvait intéressant d'adresser le stress des parents. Donc, ça fait 3 ans actuellement on a implanté Déstress et Progress accompagnement parental à l'unité. Puis, on utilise beaucoup cette approche-là. On peut dire qu'on est quand même implanté de façon assez importante. On l'utilise auprès des enfants, des parents, des intervenants en équipe dans les eaux stress, puis tout ça. Puis, ben voilà. Fait que, Carl, peut-être te présenter un petit peu. Oui, dans le fond, moi, je suis Carl Laporte. J'ai été éducateur spécialisé. Dans mon parcours de vie, dans le fond, j'étais intervenant référent pour un usager de la maison du stream, dans le fond. Donc, c'est là que j'ai appris à connaître le programme Déstress et Progress. Donc, j'y ai participé en 2022. C'est là que ça m'a donné le goût aussi de voir toute la formation, tout le programme aussi. Je trouvais ça intéressant du stream et de la gestion du stress. Fait que c'est pour ça que j'ai pris un poste puis que je suis rentré en tant qu'éducateur, tuteur à la maisonnée. C'est le service d'intervention intensive de la maisonnée, dans le fond. Donc, peut-être une petite mise en contexte, c'est que nous, on travaillait déjà dans un projet pilote avec le Centre jeunesse. Moi, je viens de la DITSA. Puis, on avait une clientèle multiproblématique qui présentait les caractéristiques autant de la DITSA que de la jeunesse avec des traumatismes et tout ça, puis qui ne trouvaient pas réponse à ces besoins dans le réseau de services actuels. Donc, on a développé de façon conjointe cette unité-là. Donc, on s'adresse à des enfants qui sont âgés entre 8 et 14 ans à peu près, puis qui ont soit des diagnostics de déficience intellectuelle légère, de troubles du spectre glottis, ou pas de diagnostic, mais qui ont un écart significatif entre leur âge chronologique et leur comportement adaptatif. C'est des enfants qui présentent des comportements agressifs, des troubles graves de comportement et depuis longtemps au long cours. Puis, il y a souvent plusieurs multiproblématiques diagnostiques qui sont associées aussi à ces enfants-là. Puis, donc, même s'ils sont limités, ça reste que c'est des enfants qui ont quand même des capacités relationnelles et communicationnelles. Donc, on est quand même capable de faire, il y a quand même des capacités chez ces enfants-là de faire certains apprentissages. Toutefois, le besoin que l'adulte soit présent il est important, beaucoup dans la co-régulation et l'accompagnement avec l'enfant. Donc, je vais passer rapidement les fondements théoriques, vous pourrez les lire, puis tout ça. Toutefois, Stéphanie Fecteau, qui est chercheure à l'UQO, a travaillé sur l'adaptation de Déstress et Progress pour une clientèle adolescente TSA, Centre de déficience intellectuelle. Puis, suite à ces expérimentations-là, ce qu'ils ont découvert, ce qu'ils ont fait ressortir, c'était que c'était pertinent de former les parents pour accompagner les enfants à négocier leur propre stress. Puis, c'était
pertinent d'adresser le stress des parents aussi parce que de vivre avec un enfant qui a un TSA ou que d'autres types de diagnostics ou des troubles de comportement fait en sorte que ces parents-là, ils vivent plus de stress que les parents dans la communauté en général. Puis, ça permet aussi ça permet à l'enfant de généraliser si l'adulte est présent parce qu'on sait que chez les enfants TSA, la généralisation, c'est pas quelque chose qui est acquis, on doit le travailler dans les différents contextes. Donc, au niveau de l'adaptation du programme, on va vous parler un petit peu de pourquoi on le fait, notre clientèle, les objectifs et le type de format. Fait que dans le fond, les ateliers de stress et progress, le volet parental est offert durant le programme qu'on fait, nous autres. Il a comme été construit en conséquence. Donc, le programme du SRIM est séparé en 5 catégories. Donc, oui, phase d'accueil, évaluation, phase d'adaptation, réadaptation, généralisation. Puis après, on termine avec la consolidation. Dans les phases du programme, pour information, c'est comme le programme est construit pour que plus l'enfant avance dans la réadaptation, plus il va réintégrer à la maison. Fait que pendant ce temps-là, en phase d'adaptation, puis un peu à la réadaptation, dans le fond, phase 2 et 3, c'est là que le parent va venir à la maisonnée, puis qu'on va mettre les ateliers de stress et progrès volet parental. Et qu'on a utilisé vraiment l'adaptation pour les parents, c'est Destress et Progress et c'est Stress et compagnie qu'on a mélangé dans le fond ensemble. Pourquoi adresser le stress des adultes? Ben, je vous le disais un petit peu tantôt, dans le fond, c'est la complexité des diagnostics ou le fait que les enfants ont vécu beaucoup d'adversité aussi fait en sorte que s'occuper des enfants qui ont ces problématiques-là génère beaucoup de stress, que ce soit chez les parents comme chez les familles d'accueil qui accueillent ces enfants-là ou les intervenants. Fait que c'est pour ça qu'on parle de donneur de soins. Quand on donne les ateliers, c'est que le parent, on lui enseigne à gérer son stress, mais on enseigne aussi à tous les intervenants qui travaillent à la maisonnée, puis aux intervenants qui sont référents dans le fond. Fait que Carl, quand il vous disait qu'il avait référé un enfant, il venait d'un autre programme de service. Il y avait un enfant qui fitait dans les critères du SRIM. Puis à ce moment-là, Carl a été invité aussi parce que lui, il connaissait l'enfant et la famille avant qu'il arrive chez nous. Il continue à travailler avec nous pendant le temps que l'enfant est à l'unité. Puis une fois que l'enfant il est en réintégration, puis en consolidation, généralisation à domicile, et Carl est toujours présent aussi là. Donc pour nous, ça faisait du sens que l'intervenant qui réfère soit autant formé que l'équipe d'intervenants qui travaillent au SRIM pour qu'on ait tout le même langage, puis que quand on parle de mammouth ou d'ours ou whatever, qu'est-ce qu'on utilise, bien qu'on sache de quoi qu'on parle. Ensuite, ce qu'on se disait aussi, c'est que le fait que j'en ai parlé un petit peu tantôt, mais notre clientèle est à risque de vivre énormément d'adversité aussi. Donc, par le fait même, les intervenants vivent cette même adversité-là, puis les enfants, de par leurs difficultés, ont besoin du soutien des adultes pour être en mesure d'adresser, pas juste d'utiliser les stratégies, mais juste de reconnaître quand une situation les stresse. Donc, c'était pour ça qu'on voulait adresser aux parents et pas seulement aux enfants. Comme Julie l'a bien dit, c'est vraiment, dans le fond, dans le programme, la clientèle visée, c'est vraiment le donneur de soins. Fait que autant comme les familles d'accueil ou le milieu de vie naturel, mais aussi les intervenants du SRIM qui font partie du programme et les intervenants référents qui proviennent des différents services, comme on peut voir de la DITSA, des services jeunesse ou par exemple santé mentale, peu importe la référence, ils vont faire partie prenante du programme. Ça, toutes les photos, c'est des éducateurs de notre unité qu'on est bien fiers de montrer dans notre programme d'intervention. Oui, 5 minutes. Donc, pourquoi les intervenants participent aussi aux ateliers en même temps que les parents? C'est qu'on souhaite pas juste que les intervenants apprennent le cycle d'amélioration continue avec les stratégies et les indicateurs, c'est qu'on souhaite qu'ils puissent soutenir, dans le fond, les parents
après les ateliers, puis tout ça, entre les ateliers aussi à travers le journal de bord, puis tout ça. Puis on souhaite aussi qu'ils utilisent ce qui est mentionné au niveau des parents pendant les ateliers pour qu'ils puissent reprendre ça dans leur suivi avec les parents aussi. On souhaite aussi qu'ils s'impliquent pendant les ateliers, que ce soit pas juste moi quand les anime qui nomment 46 millions d'exemples sur ma vie avec mes enfants puis tout ça, mais que les éducateurs aussi, dans la mesure où est-ce que ils partagent un contenu avec lequel ils sont à l'aise, mais qu'ils puissent aussi mentionner des éléments là, de leur propre vie. Fait que ça fait en sorte que le soutien entre les gens, puis le fait de bien se comprendre, puis d'avoir cette espèce d'ouverture-là à l'autre, puis de se dire que finalement, le stress, c'est pas si pire que ça. On n'est pas bon parce qu'on vit du stress. Ça facilite. Donc, comment a été construit les ateliers des stress et progress pour les parents? Il a été modifié un petit peu. Comme que là, ça a été construit, vu qu'on a une clientèle qui est quand même dans une grosse région de la Mauricie, centre du Québec. On voulait 3 ateliers de 2 heures. Comme ça, c'était plus concis, puis que les parents soient plus disponibles pour eux, pour le déplacement aussi. Mais où il y a aussi des visites, quoi que ce soit. Si le parent était en phase de visite à la maisonnée, on est tout prêt pour ça, ben, ils pourront le faire en même temps que leur formation avant ou après. C'était des groupes d'environ 4-8 adultes. Puis, dans le fond, c'était pour environ 2 à 4 enfants, comme sont c'est ça le ratio. Puis aussi, dans le fond, qu'est-ce que je voulais rajouter aussi? Il fallait faire attention surtout au ratio qu'on avait du nombre d'adultes, que ce soit, on voulait quand même une grande majorité plus de parents et peu d'intervenants. Pas nécessairement que le parent se sente peut-être envahi plus d'intervenants. On voulait juste être un petit peu, puis vraiment laisser la place aux parents lors de ces échanges-là. Puis on voulait aussi permettre, si des conjoints aussi ne sont pas à l'aise de suivre les ateliers en même temps, parce qu'ils ne sont pas au même niveau peut-être d'acceptation de la situation, des diagnostics de l'enfant, on voulait leur permettre aussi de pouvoir suivre 2 cohortes différentes. Donc, il y a eu un projet de recherche où est-ce qu'on a les résultats préliminaires. Dans le fond, c'est Stéphanie Fecteau de l'UQO que je vous parlais tantôt, qui a elle-même adapté des stress pour clientèle ado TSA, qui est venue, dans le fond, voir si plus d'évaluer l'implantation d'accompagnement parental dans l'unité. Là, j'ai fait une erreur dans le PowerPoint. Fait que, au niveau des parents, c'est plus au niveau des intervenants, puis vice-versa, au niveau des intervenants, c'est au niveau des parents. Fait qu'elle est venue évaluer au niveau des intervenants qui ont participé leur stress lié aux activités professionnelles à l'unité, leur appropriation du contenu et le niveau de régulation du cortisol. Puis au niveau des parents, elle voulait évaluer les perceptions de stress général, le stress lié à leur rôle parental et à leur sentiment de compétence, l'appropriation du contenu, puis eux autres aussi la régulation du cortisol. Donc, il y a eu des prépostes avec des cheveux qu'on a enlevés et tout ça là, pour voir le niveau de cortisol. Fait qu'au niveau des effets, dans le fond, les parents rapportent un sentiment de compétence quand même élevé, puis qui est assez stable dans le temps. Puis, ils favorisent aussi des stratégies d'adaptation qui sont centrées sur le problème, puis ils rapportent beaucoup l'effet positif du groupe, dans le fond, puis du soutien social dans leur réalité respective. Pour les intervenants référents puis les intervenants du SRIM aussi, en tant qu'éducateur, dans le fond, ce qui a été ressorti beaucoup, c'est qu'on dirait que les éducateurs, après leur premier atelier, ils vont remarquer que le stress aussi a diminué, ils se sentent plus confiants face à la gestion du stress, ils peuvent plus comprendre que le jeune vit du stress. Puis ça demeure dans le temps. Puis ça nous aide aussi, juste info, ça nous aide aussi en tant qu'intervenant tuteur de faire des suivis avec le parent. On a le même langage, c'est vraiment intéressant. Il y avait certaines recommandations, je ne les lirai pas toutes là, parce que Sophie me fait des signes, puis elle me stresse. Mais ce qu'il disait, grosso modo, moi, que j'aime bien dans ces recommandations, c'est vraiment peut-être le suivi formel post-intervention suite aux 3 ateliers, de recaler tous les intervenants, les parents, familles d'accueil, puis de faire un suivi sur comment vous le vivez dans le quotidien, comment vous généralisez avec vos enfants, etc., etc. Des témoignages de parents de personnes intervenantes.
Puis, rapidement, dans le fond, c'était juste pour vous dire qu'aujourd'hui, on parle d'isostress, fait que c'est pas seulement l'application des ateliers, mais pour vous dire un petit peu comment nous, dans l'équipe, nos modalités, c'est vraiment qu'au niveau de l'équipe, il y a tout l'aspect des plans d'action puis le soutien clinique par les encadrants, que ce soit psychiatre, coordo, chef de service. Ensuite de ça, qui soutient les parents qui viennent participer aux ateliers, mais qui viennent aussi nous faire beaucoup de routines à l'unité avec les enfants, reprendre confiance en leurs interventions pour être en mesure de généraliser à domicile. Puis on a tout l'aspect des jeunes aussi, où est-ce que là, les intervenants coachent les parents accompagnent les enfants dans les stratégies de régulation du stress. Fait que je vous donnais des exemples un petit peu là, de ce qu'on a au niveau des coachings. Puis, terminer avec l'adaptation qu'on commence avec les enfants. Parce que dans le fond, on a reçu de Stéphanie Fecteau dans son projet de recherche. Elle a adapté des stress et progress pour la clientèle de jeunes avec, dans le fond, un trouble du spectre de l'autisme. Fait qu'on a commencé à le mettre en place. Donc, j'ai commencé 3 ateliers avec les jeunes. Dans le fond, c'est vraiment des sous-groupes. Il faut vraiment que l'enfant, dans le processus clinique, on se trouve qu'il est adapté à passer le programme des stress et progress. Fait qu'on a commencé ça. Il y a des journaux de bord et tout est adapté, c'est vraiment intéressant. Il faut très vulgariser beaucoup aussi, avoir des concepts plus concrets, mais ça part bien. Oui, fait que c'est pas tous les jeunes de l'unité parce qu'on a des petits, mais pour certains, on s'est dit que c'était aussi quelque chose d'intéressant à tester. Merci. Juste pour dire à tout le monde, dans le fond, que les PowerPoint vont être disponibles après. Si vous voulez prendre le temps d'aller lire les diapos avec plus de détails, avec les mots qui sont là, etc., bien, ça va être disponible. Alors, puis là, on va passer à la prochaine présentation, dans le fond, de Laurence sur accompagnement parental, mais avec des ados participants de stress et de progress à l'unité. Puis, il va y avoir une période de questions pour les 2 ateliers, en fait, après la présentation de Laurence. Donc, bonjour à tous. Mon nom, c'est Laurence Duhamel. Dans le fond, je suis agente de relations humaines présentement dans l'équipe de psychoéducation à Drummondville. En fait, je suis arrivée dans l'équipe de psychoéducation il y a environ 1 an et demi. Et quand ils ont proposé, en fait, de devenir formatrice ISO-Stress, j'ai levé la main rapidement. Depuis 2016, en fait, on avait eu des éducateurs qui avaient commencé à être formés pour le programme ISO-Stress à Drummondville. Fait que depuis que j'avais commencé à travailler, je flirtais déjà un peu avec les concepts, j'en entendais parler, j'adorais la théorie, j'aimais ça. Quand j'étais éducatrice plancher, j'avais des suivis tutorales, des fois en suivi LHPA que ma collègue tantôt va présenter. Le programme avait été adapté aussi pour le suivi LHPA. Donc, depuis toujours, j'étais un peu vraiment attirée par ça. Fait que quand j'ai eu l'opportunité, j'ai dit oui immédiatement. Et depuis 1 an et demi, j'en mange. ISO-Stress, ça fait partie de mon langage quotidien. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le contexte dans lequel mon projet est arrivé, c'est qu'on a un projet pilote à Drummondville où on est en train de faire un projet autonomisation qui vise, dans le fond, à développer l'autonomie des jeunes. Excusez mon Dieu, je suis stressée, hein? Je parle rapidement. Qui vise à développer l'autonomie des jeunes, en fait, tout au long de leur placement pour aider vraiment à une réunification familiale plus réussie. On sait que les jeunes reviennent souvent en centre jeunesse après être partis. Donc, ce qu'on voulait, c'est vraiment venir faciliter ça. Puis, quoi de mieux que ISO-Stress pour venir développer un peu un langage commun à la maison, faire un transfert des acquis. Les jeunes reçoivent le programme dans nos unités. Donc, on veut que les parents soient aussi capables de gérer leur propre stress, mais accompagner leurs enfants à gérer leur stress aussi. Donc, dans ce contexte-là, sont venues des motivations qui étaient vraiment de venir engager les parents des jeunes hébergés dans le processus de réadaptation tout au long du placement, de permettre le transfert des acquis, comme j'ai dit, des jeunes dans le milieu familial, de permettre vraiment au système familial de développer des nouvelles stratégies de résolution de problèmes, puis de viser l'autonomisation de la famille dans la gestion des stresseurs communs. Dans mon projet de maîtrise, en fait, mon projet de stage qui était reconnu, c'est que un des plus gros facteurs qui faisait en sorte qu'une réunification échouait, c'était le stress chronique des parents, c'était l'état de la santé mentale des parents
qui n'avait pas changé, en fait, à partir du moment où le jeune était placé en centre jeunesse. Si la santé mentale des parents n'est pas traitée, soignée, puis qu'ils ne développent pas des nouvelles stratégies, en fait, pendant le placement, bien, le jeune, quand il retourne, il est vraiment à risque de revenir rapidement dans nos services. Ça venait aussi réduire les risques d'un nouvel abus dans une situation de maltraitance. Donc, ça a vraiment des avantages de travailler le stress au niveau des parents de nos jeunes placés, et pour aider leurs jeunes, et pour aider les parents en tant que tels. Au niveau de l'adaptation, ben, en fait, j'ai utilisé le même programme que mes collègues d'avant viennent de présenter. La seule chose, c'est qu'on a voulu changer le terme. J'ai vraiment pas fait beaucoup de modifications. On a changé le thème enfant profil multiproblématique complexe parce que nous, en centre jeunesse, dans les unités, on a vraiment des adolescents entre 12 et 18 ans, pas nécessairement profil multiproblématique complexe, souvent difficulté d'attachement, TDAH, opposition. On a des fois des profils qui sont, je dirais, plutôt simples comparés à peut-être au SRIM. Par contre, ils ont tout autant avantage de venir travailler leur stress. On a créé un petit outil qui est un besoin des parents, en fait, de vraiment différencier stress et anxiété. On sait que présentement, dans la société, on parle beaucoup, beaucoup de l'anxiété. Souvent, les parents se mêlent entre c'est quoi l'anxiété, c'est quoi le stress. Fait que nous, on voulait vraiment venir un peu normaliser le stress des parents, puis de voir que, dans le fond, on a envie tous. Fait on avait vraiment une approche avec les parents pendant qu'on animait le groupe de normaliser. On donnait des exemples personnels. On venait vraiment se mettre à leur hauteur en mode partage, puis venir normaliser le tout pour vraiment les aider à comprendre que, tu sais, le stress, on a tous avantage à venir le gérer et vous n'êtes pas différent d'un autre. Moi aussi, j'ai envie. En ce moment, j'ai envie. Donc c'est les adaptations rapides qui ont été faites. Par la suite, dans mes recommandations, je vous parlerai peut-être des idées qu'on a eues pour la suite. Suite de ça est venue l'idée de créer un plan d'action familiale. On en a parlé un peu brièvement, mais le plan d'action, en fait, est appliqué dans les équipes dans un but écosystémique. C'est vraiment dans le but que chacun des intervenants puisse travailler sur son bien-être personnel pour être capable, après ça, quand je gère mon stress, je suis capable de mieux aider un enfant à gérer son stress et je ne viens pas créer du stress de contagion. Donc, on s'est dit un plan d'action d'équipe. Une famille, c'est une équipe. Donc, on doit créer quelque chose pour ces familles-là pour qu'ils puissent apprendre à travailler et à résoudre leurs problèmes ensemble. Au niveau du groupe, rapidement, les constats qui sont ressortis, puis l'appréciation des parents, en fait, c'est que les parents veulent être impliqués, en fait, pendant le placement. Ils veulent qu'on leur donne la théorie. Ils veulent qu'on les accompagne dans la gestion des situations. Ils veulent comprendre qu'est-ce qui se passe avec leurs jeunes en CA. Ils veulent comprendre ce que leurs jeunes vivent, puis ils veulent être impliqués tout au long de ça. Le placement d'un enfant sans réadaptation, tantôt, on disait qu'au SRIM, quand on a un enfant avec des multiples problématiques, des ITSA, c'est des gens qui sont hyper stressés parce que c'est des problématiques complexes. Nos parents de jeunes en CA, juste le fait de faire affaire avec la protection de la jeunesse, déjà là, c'est un immense stresseur pour eux. Et ils le disaient qu'au quotidien, toute leur vie est stressante. Le téléphone sonne, ils ne savent jamais ce qui s'est passé. Les enfants ont des rendez-vous. Les enfants sont surchargés, en fait, de rencontres, d'exigences, de pression de réussir, puis de faire en sorte d'être des bons parents pour leurs enfants. Donc, il y avait ça qu'on constatait que les parents, en fait, on a vraiment tout avantage à gérer leur stress, à les aider à gérer leur stress. Les parents disaient aussi que ça permettait rapidement d'avoir des nouvelles stratégies concrètes à la maison. Dans 3 ateliers, ils disaient déjà, j'identifie des choses que je ne savais pas que je faisais je savais pas que j'avais comme réaction. On avait un couple dans la première cohorte de parents qui disaient, on a adressé des choses qui nous ont aidés dans notre couple, en fait, parce qu'on ne se rendait pas compte que moi, ma stratégie, c'est de fuir les problèmes quand je vis du stress. Puis moi, ma stratégie, c'est de vouloir parler rapidement. Donc, les parents étaient capables déjà d'adresser, de dire ça ne fonctionne pas, nos stratégies ne concordent pas. Fait comment on va trouver des solutions par rapport à ça? Donc, ça a été une autre chose. C'était vraiment concret pour eux. Même principe, ça permet des discussions familiales sur le stress. La recommandation que j'ai faite à mon directeur, c'était de vraiment amener l'application des mesures à suivre la vague. Présentement, en centre de réadaptation, on est vraiment poussé isostress. On essaye de
de tout faire en sorte pour que notre pratique soit vraiment collée à la théorie ISO-stress. Sauf que là, il faut que l'application des mesures suive. Parce que si nous, on amène tout ça dans la famille, il faut que quelqu'un puisse les accompagner après le placement CA. Fait que ça, c'est sûr que c'est une recommandation importante. Puis les parents repartaient avec un sentiment d'être plus en contrôle. Donc, on venait déjà là augmenter leur capacité par rapport à un des ingrédients du stress. C'est quand même assez important. Au niveau du plan d'action familial, si je clique dessus, il va ouvrir. Comme je vous disais tantôt, on voulait faire vraiment comme un plan d'action d'équipe pour considérer la famille comme un système capable de résoudre des problèmes ensemble. Donc, j'ai créé un petit plan d'action familial qui présentement reste encore à tester. Je peux-tu le faire grossir? Non, pas nécessairement. Donc, pour ceux qui sont en présence, vous pourrez le voir concrètement, je l'ai imprimé, mais c'est juste de montrer en fait que ce qu'on s'adresse vraiment, c'est les stresseurs des parents d'un côté. Donc, on veut que les parents soient capables d'identifier leurs stresseurs personnels. On veut qu'ils soient capables d'identifier c'est quoi les ingrédients qui font en sorte qu'ils vivent du stress, puis de quantifier leur stress sur 5 pour être capable après ça de voir s'il diminue ou il augmente. Puis on veut surtout que les parents soient capables de s'adresser, c'est quoi mes réactions de stress? Parce que souvent, quand les enfants sont placés en centre jeunesse, on a tendance à faire comme si c'est eux qui avaient des choses à travailler. Sauf que là, on veut que les parents se mouillent aussi. On veut que les parents soient dans le bain puis de se dire, moi aussi, quand j'ai ces réactions-là, mon enfant, ça ne l'aide pas en ce moment. Puis moi aussi, quand j'ai ces réactions-là, peut-être que je viens créer du stress chez mon conjoint, ma conjointe. Donc, on voulait vraiment que les parents soient capables d'être transparents face à ça. Après ça, du côté de l'enfant, en fait, c'est les mêmes questions. C'est quoi mes stresseurs? C'est quoi mes ingrédients? Puis ils le font déjà en centre de réadaptation quand ils vivent le projet. Ils ont des réflexions, ils ont le cahier du participant, ils réfléchissent à leurs stresseurs, ils sont vraiment bons pour les identifier. Mais eux aussi, c'est quoi mes réactions qui viennent affecter mon parent puis que j'ai à la maison qui fait en sorte que ça peut être difficile des fois. Suite à ça, on les met en commun, puis on leur demande de trouver ensemble, est-ce que vous avez un stresseur que vous avez en commun? Est-ce que c'est la période des devoirs? Est-ce que c'est l'été parce que là, mon adolescent ne travaille pas, puis j'aime pas ça le voir à la maison, il ne fait rien, puis il y a des pères pas recommandables, puis là, moi, ça, en tant que parent, j'aime pas bien ça, savoir que mon parent est là. Puis l'enfant, de son côté, ben moi, en même temps, j'ai le goût d'avoir un break. J'ai été à l'école toute l'année, puis cet été, j'ai le goût de voir mes amis, puis d'avoir du plaisir. Donc, est-ce que ça devient un stresseur commun, une situation particulière par rapport à ça? Les ingrédients, pourquoi ça nous stresse, avec notre niveau de stress, chacun sur 5. Et c'est quoi nos réactions de stress qui peuvent engendrer du stress chez l'autre? Donc, vraiment s'adresser en toute transparence, en toute honnêteté, qu'est-ce qu'on fait présentement qui ne nous aide pas à gérer notre stress? Suite à ça, ils pourront trouver des solutions en lien avec chacun des ingrédients qui ont été nommés. Donc, si on n'a pas de contrôle, on veut se donner plus de contrôle sur la situation. On fait une espèce de remue-ménage sur toutes les solutions qu'on peut trouver qui peuvent venir répondre à cet ingrédient-là. Et on trouve une solution qui est retenue. Puis, c'est vraiment le même format qu'un plan d'action d'équipe, en fait. C'est juste que là, on adresse chacun des individus particulièrement. Après ça, ici, j'ai fait un tableau qui faisait en sorte qu'on pouvait venir calculer, quantifier notre stress qui diminue ou qui augmente. Et tout comme dans le plan d'action d'équipe, une section évaluation, ce qu'on peut venir évaluer, qu'est-ce qui fait en sorte que ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui fait en sorte que ça a fonctionné. Est-ce qu'on est rendu à essayer une autre solution? Est-ce qu'on est rendu à peut-être, cet ingrédient-là, s'il est plus activé, on peut le changer. Donc, on vise vraiment un processus qui est un peu qui va être dynamique, qui va se faire de manière un peu, je vais dire, de manière répétitive. À chaque mois, on s'assoit ensemble, peut-être, on fait quoi? On fait un conseil de famille, on s'assoit, on réfléchit à nos stresseurs, on regarde ce qu'on est rendu, on évalue. Puis là, ce qui reste à tester, en fait, là, ça va être de voir est-ce que ça va être qui va s'occuper de ce plan d'action-là. Présentement, on a une éducatrice qui est dans le projet d'autonomie, comme j'ai mentionné au début, qui est prête à le tester. Fait que là, elle va commencer à le tester pour voir comment ça fonctionne. Elle va m'amener des recommandations après, puis on verra ensuite comment ça fonctionne, si les gens apprécient. On l'a présenté aux parents de la première cohorte qui étaient intéressés à l'essayer. Donc, c'est sûr que c'est un outil quand même exhaustif. Va falloir voir comment les parents trouvent ça un coup dans le concret, mais ça va être à évaluer dans les prochains temps.
Au niveau des suites du projet, Trois-Rivières a emboîté le pas pour commencer à faire le groupe parent aussi. À Drummondville, on est rendu à 2 cohortes. Trois-Rivières a fait leur première cohorte il y a quelques semaines. Présentement, comme je vous dis, l'éducatrice va expérimenter le plan d'action. Puis, ce qui va être à suivre, en fait, ça va être que là, un coup que les parents vont avoir le groupe parent, un coup que les jeunes vont avoir eu le groupe ado, ce qu'on veut, c'est vraiment créer une activité intégratrice qui va venir mettre ensemble tout ça, que les parents viennent travailler, en fait, expérimenter les concepts avec leur enfant dans quelque chose de concret, dans une activité ludique, mais en même temps, où est-ce qu'on va pouvoir faire des liens avec les thèmes. Parce qu'on le sait que si on donne la formation, sur le coup, c'est très concret, les parents apprécient et tout, mais si on ne fait pas de suivi, on sait que ça va tomber. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment qu'ils viennent le remarcher, le travailler, puis concrètement l'essayer pour voir les bienfaits de tout ça. Puis en même temps, on sait que les parents ont besoin d'être impliqués, c'était dans leur commentaire. Donc, ils veulent être impliqués tout au long du placement de leurs jeunes. Donc, on va essayer de leur fournir ça. Dans les prochains mois, ça devrait venir à Drummondville. Est-ce que j'ai tout dit? Je pense que c'est tout. Merci. Alors, on va prendre les questions de la salle. Excuse-moi, Carl, tu peux venir aussi. Là. Puis, en fait, c'est le temps, là, si jamais il y en a qui sont curieux par rapport à peut-être certains commentaires que Julie a pu avoir mis, là, qu'on a passé rapidement tout à l'heure, ou peu importe là, les autres questions. Puis on voit qu'éventuellement, un jour, à un moment donné, au niveau de la recherche, il y aurait peut-être quelque chose d'intéressant à faire, d'aller évaluer l'impact là, de la nouvelle version. Fait que, Pierrick? Oui, parfait. Donc, merci d'abord d'être là. Quand Sophie m'a dit « Viens à la journée, tu n'as rien à préparer du tout. Tu auras juste à réagir. » Puis moi, le problème, c'est que je suis prof à l'université. Alors, les profs, ils détestent arriver dans un événement sans avoir rien préparé. Donc, vous connaissez Sophie pour la plupart d'entre vous très bien. Et vous savez qu'on obéit à Sophie quand elle dit quelque chose. Donc, moi, j'ai rien préparé, mais pendant que vous parliez, j'ai pris des notes. Donc, je vais juste regarder mes notes pour être sûr de rien oublier, comme tout le monde. Donc, d'abord, un petit commentaire rapide. Notre première date professionnelle avec Sophie en 2010, grâce à Clément. Ce que Sophie vous a pas dit, c'est quand je suis arrivé, moi, j'ai dit, bah, écoutez, moi, on a un programme sur le stress qu'on a créé ici, dans ces locaux. Il marche super bien, surtout avec les enfants en colère, comme elle l'a dit. Et donc, on veut le faire au centre jeunesse. Et moi, je connaissais mais rien du tout au centre jeunesse. Et Sophie, la première chose qu'elle m'a dit, ah ouais, non. Elle m'a dit, je vais t'ouvrir la porte, mais il va falloir que tu rencontres pas mal de gens, il va falloir que tu comprennes pas mal de choses. Et donc, c'est grâce à elle que on est rendu là aujourd'hui. Ça, il faut quand même le dire, parce que si ça avait été que moi, on ne serait pas allé nulle part, en fait. Honnêtement, tellement j'étais naïf, et peut-être que je suis encore. Donc, merci Sophie d'avoir ouvert la porte, et merci à vous de l'avoir gardée ouverte. L'autre chose qui m'a vraiment frappé, c'est votre capacité de réflexivité. Vous savez, quand on a commencé à faire Stress et compagnie, nous, on était sûrs en tant que chercheurs que ça allait marcher. Et, ouais, super, c'est un programme sur Internet, tout le monde a Internet, c'est un programme validé, ça va marcher. Ben non, ça n'a pas marché. Et s'il n'y avait pas eu cette réflexivité, ben aujourd'hui, il n'y aurait pas les plans d'action. Aujourd'hui, il n'y aurait pas ce que j'ai entendu tantôt, qui sont les plans d'action familiales. Il n'y aurait pas tout ça. Il y aurait juste quelqu'un avec Internet et puis qui fait rien, en fait. Donc, il faut vraiment faire attention aux outils qu'on nous donne, qui soi-disant fonctionnent, puis qui en fait ont juste besoin de beaucoup d'humanité. Ce qui est quand même votre travail, et ça, je le sais bien. Le mot que je vais dire le plus souvent aujourd'hui, ce matin, ça va être merci. Donc, je suis désolé, il n'y a pas d'autre manière de le dire que ça. Donc, d'abord, merci d'y avoir cru. Merci d'avoir cru que quelque chose qui vient de la recherche, qui vient de la science, pouvait faire une différence dans vos milieux. Et ça, c'est vraiment important pour nous, parce que nous, si on fait de la science, ben, c'est avant tout parce qu'on est des idéalistes et puis qu'on veut créer du savoir, mais c'est surtout parce que on pense que ça peut être utile. Et là, de voir que vous vous emparez de cette science, surtout aujourd'hui avec ce qui se passe ailleurs dans le monde, pour ne citer personne, eh ben, c'est particulièrement important. Le mot aussi que j'ai entendu le plus souvent de la bouche de Sophie, une fois qu'on a commencé à travailler ensemble, ça a été pérennisation. Moi, c'était un mot, honnêtement, que je n'employais pas tous les jours. Pérennisation, c'est pas vraiment quelque chose
Mais j'ai compris au fur et à mesure des années que la pérennisation, ça venait pas de moi, hein, donc il faut arrêter de me parler de pérennisation. Ça vient de vous, en fait. Hein. C'est vous qui, en faisant vivre IsoStress, c'est vous qui, en faisant vivre les programmes, créez cette pérennisation. Donc merci. Je vous ai dit que ce serait le mot que je dirais le plus souvent. Pour Julie et Karl, vous savez, quand on donne une formation, je ne sais pas si vous l'avez vécu en ligne ou ici dans cette salle, mais quand on donne une formation, on ne sait jamais vraiment qui on a dans la pièce. Hein. Surtout là, en ligne, c'est une centaine de personnes sous forme webinaire, on voit personne. C'est vraiment plate de donner cette formation. Puis on donne des noms comme Stéphanie Fecteau. Et puis que vous saisissiez aussi de ces opportunités-là pour aller plus loin, ben franchement, bravo. Pour un prof en psychoaide, évidemment, de voir le mot adaptation sur ce programme, ben pour nous, c'est que du bonbon. Pour moi, c'est que du bonbon. Que vous ayez fait des ateliers de 2 heures, peu importe la modalité, peu importe, l'important c'est que les concepts soient là. Donc, bravo. Puis je me souviens, la première fois qu'on a fait des projets pilotes, heureusement que j'ai rien préparé parce que j'ai plein de trucs à dire. Hein. Ouais. Alors, la première fois qu'on a fait des projets pilotes, je me souviens, on avait invité les parents à venir à les rencontrer pour leur expliquer ce qu'on faisait. Et on a fait un appel à nos 10 parents, puis un seul était venu. Bon, c'est la réalité. Je me souviens, c'était au MSA, au Mont-Saint-Antoine. Puis un seul était venu, mais il était venu, ce papa, et il était super ému qu'on s'occupe de lui, qu'on prenne cas, que lui aussi, il voulait faire partie de la réussite de son fils à l'époque. Et donc, ce que vous faites avec les parents, là, évidemment, ça les touche profondément. Et c'est la raison pour laquelle ils embarquent. Hein. Ce n'est pas juste leur apporter des outils, c'est aussi les considérer. Puis on sait que la considération en psychoéducation, évidemment, c'est un de nos schèmes relationnels. Je suis très content aussi de voir que Stéphanie vous pousse à aller chercher des résultats de recherche. Vous avez de la chance, ils ne sont plus obligés de cracher dans des tubes. Maintenant, on leur prend des cheveux. C'est tant mieux. D'ailleurs, pour ceux qui m'ont connu plus tôt dans toute cette aventure, je n'avais pas de cheveux. Donc maintenant, j'en ai parce que je sais qu'on peut mesurer le stress dans les cheveux. Donc c'est important de monitorer ça. Je sens aussi une confiance, hein, qui est aussi un schème relationnel. Une confiance non pas dans ce que nous, on vous a donné, mais dans vous, dans votre capacité à agir, dans votre capacité à faire la différence grâce aux outils qu'on a donnés, mais que vous transformez. Et ça aussi, c'est un beau cadeau de voir que vous avez cette confiance et probablement cette sécurité aussi dans l'intervention grâce à ces outils. Donc là encore, merci. Et puis une fierté, j'ai vu, je pense, une fierté. Enfin, pour Laurence, en fait, j'ai pris des notes, mais je ne les lis pas vraiment, donc je vérifie que j'oublie rien. Tu as dit, c'est important de voir qu'on ne vient pas créer du stress de contagion. Puis tu as aussi donné un exemple, tu as dit des parents qui ont compris que, moi, ma manière de traiter des chicanes ou le stress, c'est de fuir, puis de me trouver, de me ressourcer. Puis l'autre qui dit, non, mais moi, je veux résoudre le problème tout de suite. Tu n'as pas dit, mais en fait, c'est la différence entre les hommes et les femmes. Je pense qu'on le vit, on le vit tous un peu au quotidien. Et... Ah, mon Dieu, OK. Merci de l'équité, enfin. Et ce que je ne vous ai pas dit non plus, c'est que moi, j'ai un fils autiste de 16 ans. Et oui, évidemment, le stress parental, il est super élevé. Donc, que vous soyez capable de prendre ce qu'on vous a donné et de l'amener aux parents. Évidemment, c'est une démarche foncièrement écosystémique. Donc ça, on s'y attendait. Mais de le faire de cette manière et de se dire que dans le fond, c'est comme ça qu'on va assurer la réunification ou qu'on va en tout cas potentialiser le plus possible. Une fois encore, bravo. Et puis merci. On dit souvent que d'élever un enfant, ça prend tout un village. De faire vivre un programme, ça prend bien plus qu'un village. Hein. Ça prend plein de villes. Drummondville, Trois-Rivières, Montérégie, les régions, Montréal, évidemment. Donc merci. Ça va comme commentaire? J'en ai fait assez. Donc, merci beaucoup. Puis je pense qu'on va prendre les questions maintenant. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, dans le fond, qui pourraient comme peut-être aussi servir à ceux qui sont en ligne? Sinon, on prendra peut-être quelques questions aussi en ligne. Ici, on a l'avantage de pouvoir peut-être prendre des questions plus précises, peut-être aussi durant la pause.
Et je voulais aussi dire pour les gens qui vont être en ligne que, puis il y a des questions aussi qui peuvent être intéressantes en ligne. On va enregistrer, donc il va y avoir des capsules qui vont être disponibles après pour chacune des présentations, mais on va aussi avoir toutes les questions qui vont être en ligne et je vais créer un Q&A. Donc, on va s'assurer d'avoir répondu à toutes les questions avec les réponses qui vont être disponibles pour tout le monde après ça sur une page avec les capsules et des réponses aux différentes questions. Fait que si jamais il y a des questions en ligne, entre autres, qui ne sont peut-être pas répondues tout de suite, parce que, bon, on ne sait pas combien de questions qui vont arriver, là. Donc, d'être certain que ça va être au moins répondu là, quand ça va être disponible en ligne. Donc, est-ce qu'il y aurait une question pour commencer peut-être dans la salle, puis après ça, on passera à des questions en ligne? Parfait. C'est sûr que oui. Moi, j'ai une question pour les formations. OK. Oui. Juste pour que les gens en ligne entendent parce que. Non, ça ne marche pas avec les micros pour en ligne comme ça. Il faut donner le micro. Vous m'entendez? Ah, est-ce que ça fonctionne? Oh oui. OK. Moi, c'est plus pour les formations parce qu'on le sait qu'on est en pénurie de personnel, c'est difficile de dégager les gens pour les former tout ça. Ça s'adresse un peu plus aux gens terrain, dans le fond, parce que vous connaissez, j'imagine que le contexte est un peu partout, hein, dans la pénurie de personnel. Comment vous organisez le tout pour former vos gens? Dans notre cas, nous, ce qu'on fait, c'est que dans le jour, moi, j'ai plus d'enfants qui sont scolarisés à l'externe, qui restent à l'unité. Donc, je suis capable de libérer des intervenants pendant 2 heures, puis là, on va backer avec d'autres personnes sur l'unité. Fait que ça permet d'amener les intervenants pendant les rencontres de parents. Fait que je les fais pour que les intervenants puissent être libérés versus le chiffre de soir, où est-ce que là, ça roule plus à l'unité avec les routines puis tout ça. Puis de notre côté, je ne sais pas si ça marche. De notre côté, on a eu la chance d'avoir formé tout l'ensemble des équipes, Drummond, Trois-Rivières, avant qu'on se fasse mettre la hache dans les budgets de formation. Donc, tout le monde était formé. Et le projet pilote, en fait, ce qui fait en sorte, c'est que les gens qui sont dans le mandat d'autonomisation, ils n'ont pas des horaires planchers, donc ils sont libérés à temps plein pour faire l'accompagnement à l'autonomie. Donc, ces gens-là étaient tout désignés pour faire, en fait, le groupe parent, donc ils sont disponibles pour faire ça, puis ça fait partie de leur tâche. Donc, on n'a pas ce problème-là. Et mes intervenants sont formés pour ça, puis ceux qui restent à former vont l'être bientôt aussi par rapport à ça. De combien de temps? Puis pour qu'un formateur. 8 heures. Une journée de 8 heures. OK. Puis après ça, il peut. Et après ça, en fait, la personne qui est formée 8 heures peut donner toutes les adaptations du programme Déstress et Progress. OK. Ouais. Merci. En fait, ils vont en parler un petit peu plus après-midi aussi. Ici, Centre du Québec, puis Montérégie-Est, là, différentes stratégies, comment ça a été déployé, des défis, des enjeux, des solutions, etc. Là. Fait que c'est vraiment, en avant-midi, on parle particulièrement des adaptations de Déstress et Progress. Puis en après-midi, on va parler plus du côté formation des équipes, stress des intervenants et des gestionnaires. Questions en ligne? Oui. Non? Oui? Oui, il y a une question. Une question d'Isabelle Frenette. Elle aimerait savoir ce qui se fait dans la région des Laurentides. Est-ce que, oui, Alain? Ça va, avec le micro. C'est probablement quelqu'un des Laurentides qui pose la question. M'entendez-vous bien? Oui. Contrairement aux autres régions, en le fond, de Laurentides, comme dirait ma directrice adjointe à côté de moi, c'est plus modeste contrairement aux autres régions qui sont des déploiements qui se font en ce moment. Je vais parler de micro, c'est pas la peine quand je suis stressé. Techniquement parlant, dans le fond, ce qu'on a implanté, c'est plus, on a visé à petits pas parce que le défi, c'est que, vous savez, le mouvement du personnel, on a commencé par une unité de vie, après ça, une deuxième unité de vie avec des plans d'action d'équipe. Je suis le seul formateur à l'interne, donc c'est sûr qu'à une personne déployée,
Mais on a quand même gardé vivant les concepts dans les unités en question. Est-ce qu'on souhaite de poursuivre, je pense, ma directrice qui est à côté de moi, si elle ne croyait pas, elle ne serait pas là. Donc, je pense qu'il y a une volonté de l'organisation d'implanter dans d'autres unités. Mais moi, j'y crois énormément parce que c'est ça que je garde vivant auprès de mes équipes. Je suis psychoéducateur aussi, donc au niveau de l'accompagnement, de la supervision clinique. Parce qu'il y a aussi l'animation, la formation, puis on a fait de la supervision clinique. Puis Frédéric, à côté de moi, c'est un gestionnaire qui a aussi, en rencontre individuelle avec les éducateurs, maintenu les concepts, moi en supervision clinique aussi. Donc ça, c'était les deux volets qu'on a fait dans les Laurentides. C'est des choses à ajouter. On n'entend pas. Ah. Fait que tu vas nous traduire ça, Alain? Ouais, c'est sûr, on a eu aussi l'époque, comme toutes les régions, du surnombre. Donc, on a aussi formé des éducateurs dans un contexte de surnombre qui était un autre lieu inhabituel. Puis, aussi certains éducateurs externes. Tantôt, j'entendais parler beaucoup dans la communauté, comment implanter ça dans les familles d'accueil ou chez les familles. Donc, ça aussi, les commentaires que j'ai eus, que j'ai reçus, c'était une belle formation que tout le monde devrait avoir rapidement, dont les éducateurs externes pour travailler auprès des parents. Effectivement, je crois beaucoup à ça. Puis c'est ce qui a été nommé tantôt, ça aussi, c'est un wow. Donc, ça résume à peu près l'orientation de ce qu'on fait. Donc, il n'y a pas d'autres questions pour l'instant en ligne. On aurait le temps pour une question s'il y a quelqu'un dans la salle, dans le fond, qui aurait une question ou un commentaire. Oui. J'avais une question qui était en lien avec, vous avez dit que vous mélangez des éducateurs avec les parents, mais qu'en même temps, vous ne vouliez pas un ratio de... Comment ça se faisait, ce choix d'éducateurs-là ou de nombre? Ben, dans l'idéal, chaque enfant a un tuteur là, sur l'unité qui est comme un intervenant responsable de lui. Donc, comme Carl est responsable d'un enfant actuellement, si Carl a déjà reçu la formation parce qu'il a déjà participé, je vais inviter d'autres intervenants planchers pour que vraiment tout le personnel, j'invite des agents d'intervention aussi, on a des agents sur l'unité. Puis je m'assure que j'ai plus de parents pour pas que ça soit intimidant pour les parents qui aient davantage d'intervenants. Puis on le sait d'expérience parce qu'on l'a déjà fait une fois, puis on voyait que les parents, ils se mouillaient un petit peu moins. Puis comme les parents viennent sur l'unité, bien, les parents ne connaissent pas juste leur enfant, ils connaissent les 6-7 autres enfants qui sont sur l'unité. Donc, on est capable aussi de parler du petit Jérémy, je ne sais pas quoi, là. Fait que, les parents ensemble, puis les intervenants, ils parlent des enfants. Ça reste confidentiel, on le dit en début d'atelier, mais c'est comme ça un petit peu qu'on le vit. Je ne sais pas si à l'externe, ce serait quelque chose qui serait autant faisable, mais nous, la proximité, on vit avec eux autres. Pour vrai, ça se fait très bien, puis les parents ne mentionnent pas que c'est malaisant que des intervenants soient présents avec eux autres. Fait que soit vous ciblez l'éducateur accompagnateur ou des éducateurs qui n'ont pas eu la formation, qui vont en bénéficier en même temps que les parents, ou des agents d'intervention, qui est une super idée, là. Oui, tout à fait. Super, merci beaucoup. Merci.